Posez vos caméras correctement, vos dictaphones et vos stylos et on est parti. Camarade président exécutif, c'est tout beau là. Hein? Merci d'être venu. Camarade vice-président du CSP, camarade Gabi, membre du CSP, notre chantier, Odette. Bravo, hein? Bravo pour les assises des femmes. En tout cas, on est sorti là-bas très regardé. Merci pour la mobilisation. Camarade Vincent Lecroux, Pierre Lecroux, comme je le dis toujours, nous on garde toujours Pierre Lecroux. Je vous avais déjà raconté cette histoire. Quand on était étudiant, quand on ne veut pas nous donner les graduats, on dit faut Pierre Lecroux, il faut découler Pierre. Donc on l'appelait Pierre Lecroux, il faut découler Pierre. Monsieur le ministre, cher grand frère Malik, président de l'inspection générale. Ah, je n'ai pas vu les autres membres du CSP. La VPE, notre camarade Monet Agnès, Apo. Le camarade, non, je dis le professeur, cher maître, le professeur Pierre Kipré, on termine toujours par les maîtres. Hein. Cher maître, professeur Pierre Kipré, président de notre cellule intellectuelle de notre parti, chers membres secrétaire général, secrétaire généraux adjoints, chers amis journalistes, je voudrais, à l'entame de cet exercice, au nom de la direction du parti, ils le feront certainement dans une occasion plus solennelle, mais comme c'est la première fois qu'on vous rencontre les journalistes, il était bon que nous vous souhaitions une très bonne année. À vous, à vos organes, à votre famille et surtout une année de paix pour la Côte d'Ivoire. Une année de paix pour chacun de nous, pour que nous puissions construire ce pays-là dans la logique de la paix, telle que nous l'avions toujours prônée et qui malheureusement, depuis 2011, aujourd'hui, cette paix est chaque jour compromise et à la veille d'une nouvelle année, ou du moins à l'entame d'une telle nouvelle année, il est bon que nous puissions effectivement souhaiter à notre pays la paix. Tout à l'heure, le maître de cérémonie, mon ami Edouard, a donné l'ordre du jour. Nous allons aborder des questions. Et ce sont des questions très importantes. C'est pourquoi j'ai fait exprès pour vous envoyer ce document-là. Parce que tout ce dont nous allons parler, les pièces justificatives sont dans ce document. Il est bon que lorsque nous parlions avec des preuves. Que nous parlions avec des preuves. Et il y a ici toutes les pièces justificatives des deux dossiers que nous allons parler dans la gouvernance politique de RHDP. Nous allons arriver là, il s'agit de la question inacceptable dans un pays du droit du braquage de Versus Bank et de la destruction d'une entreprise, d'un camarade qu'on soupçonnait d'être proche de nous. Bon, on ne le connaît pas, mais on dit qu'il est proche de nous. Et on a détruit son entreprise. Ça fait partie des points que nous allons aborder et ce sont des pièces justificatives qui sont là. Pour que personne ne dise que nous avons inventé quoi que ce soit. En plus de cela, nous avons le rapport de l'ONU, dont le président a parlé à la dernière fois au comité central. Et que des personnes ont pensé qu'il était en train de... C'était un affabulateur, il était en train de dire des choses qui n'étaient pas vraies. Nous avons également ce rapport qui existe, qui est là. Nous allons en parler. Et il est en anglais. Au moins, j'ai fait 10 ans au Ghana. Je peux lire ces documents en anglais et les traduire. Donc, c'était bon que vous ayez ces informations-là comme étant des préliminaires qui justifient le narratif que nous allons faire.
Donc, avant d'aborder l'ordre du jour, nous voulons donner une information. C'est que hier, son Excellence le Président Laurent Gbagbo a mis en place un comité de tournée, de ces tournées qu'il veut entreprendre à Abidjan, qu'on appelait le comité de tournée Coco. Vous savez, le Coco chez nous, ce que ça veut dire. Lorsque nous tombons séduits par une jeune fille, avant d'aller plus loin dans le mariage, nous allions faire le Coco. Le Coco. Ah, vous faites 3 fois. Nous, chez nous, c'est 2 fois. Donc 3 fois, là, c'est quand vous êtes en train de forcer. Le Coco. Et le président a décidé d'aller faire un Coco aux populations d'Abidjan. C'est très symbolique. C'est la preuve qu'il aime la Côte d'Ivoire. Il veut passer encore de nouvelles chantailles avec la Côte d'Ivoire, avec son peuple. Il veut une nouvelle liaison intime avec son peuple. Et pour respecter la tradition, il va le faire le Coco, afin que les gens acceptent de lui donner leur cœur, afin qu'ils puissent, comme il avait promis, il a toujours promis, leur redonner le pouvoir lorsque il aura conquis ce pouvoir, par la grâce du peuple ivoirien. Et ce comité est dirigé par son directeur de cabinet, l'ambassadeur Emmanuel Aka. Il était bon qu'on donne cette information. Ça vous dit que le président Laurent Gbagbo va entreprendre une tournée à Abidjan et dans ses entours les plus proches qu'on appelle la ceinture d'Abidjan. Alors, tout à l'heure, nous avons souhaité une très bonne année à la Côte d'Ivoire parce que nous souhaitons que l'année 2025 contraste avec toutes les autres années électorales que nous avons vécues en Côte d'Ivoire depuis 1995. Depuis 1995, aucune élection en Côte d'Ivoire ne s'est passée de façon paisible. Notre souhait au PPACI, c'est de faire en sorte que l'année 2025 casse cette, on pourrait appeler malédiction, qui plane sur la Côte d'Ivoire. Nous voulons être les leaders de l'Afrique de l'Ouest. C'est une ambition légitime. Et il faut que cette ambition, ou du moins ce leadership, soit entier. Il ne faut pas le voir seulement en termes économiques, en termes de population ou en termes d'infrastructure. Il faut l'analyser dans son ensemble. Or, sur ce point, en ce qui concerne l'aspect démocratique, le Ghana et le Sénégal nous devancent de très loin. Il faut qu'en 2025, on les rattrape par une élection paisible, inclusive et qui écarte l'arbitraire. Et cela suppose que toutes les parties prenantes, notamment l'appareil judiciaire, puissent jouer son rôle, le rôle de l'arbitre neutre et non le rôle de l'arbitre partisan, comme c'était le cas au Sénégal. Tout à l'heure, dans le rapport de l'ONU, nous allons revenir là-dessus. Ça, c'était le premier vœu pour la Côte d'Ivoire. Et pour cela, il y a des questions qui sont pour le PPACI non négociables. Elles sont non négociables. Il s'agit de la question de la candidature de notre candidat que nous avons souverainement choisi. Et cette question, le gouvernement ne peut pas continuer de diluer, du moins de jouer avec, d'essayer de la contourner. Elle est au centre du débat politique aujourd'hui. Et c'est une question hautement conflictuelle. Il ne faut pas avoir peur de dire les mots. Elle est hautement conflictuelle pour la Côte d'Ivoire. Et donc, si nous voulons effectivement que les vœux que nous formulons pour 2025 prospèrent et que ce soit des vrais vœux, il faut que tout ce qui est conflictuel soit élagué. Et cette question-là
elle est hautement conflictuelle. On doit l'élaguer. On doit absolument l'élaguer avant la fin de ce trimestre pour que les Ivoiriens respirent profondément et commencent à regarder avec beaucoup d'espérance. Dire, on peut faire des efforts en Côte d'Ivoire. Nous sommes capables de remonter toutes nos difficultés et les Ivoiriens sont en train de nous donner une leçon. Nous y croyons et nous travaillons à ça et nous allons travailler sans cesse à cela. C'est pourquoi nous avons tout à l'heure salué le travail, la mobilisation des femmes, la dernière fois à Trècheville. C'est à dessein que nous avons commencé par là, parce que cette mobilisation donne clairement la température de la Côte d'Ivoire sur la question de la candidature du président Laurent Gbagbo. Des femmes se sont mobilisées de tous les coins de la Côte d'Ivoire. Même il y en a qui ont dormi au palais de la culture. Personne ne peut remettre en cause la mobilisation qui a été faite. On ne peut pas dire qu'on peut ignorer une telle mobilisation. Cette mobilisation témoigne de ce que c'est une question qui est d'intérêt national. Et un gouvernement respectueux, responsable, c'est de trancher les questions d'intérêt national. Surtout quand ces questions sont de nature à perturber la paix sociale. C'est en cela où, peut-être c'est le gouvernement ivoirien seul qui ne s'inquiète pas. Mais l'ONU s'inquiète pour nous. L'ONU s'inquiète. Et c'est pour ça que, par deux rapports, l'un en le 1er juillet 2024 et le second le 2 décembre 2024, l'ONU s'inquiète de la situation de la Côte d'Ivoire. Et pour ne pas paraphraser, nous allons lire exactement ce que l'ONU a écrit. Au point 68 du deuxième rapport, voici ce que l'ONU écrit. Pendant que la région ouest africaine et le Sahel font face à des défis complexes, marqués par l'insécurité dans une bonne partie du Sahel, l'insuffisance du progrès dans un développement soutenu et les revers démocratiques, couplés avec un manque de progrès sur le retour à l'ordre constitutionnel dans les pays qui sont sous une transition politique, l'ONU reste encouragée par le renforcement continu de la gouvernance démocratique dans certains pays, notamment au Sénégal, où le rôle du Conseil constitutionnel dans la résolution de la tension préélectorale a démontré le rôle critique de la loi basée sur les institutions responsables et participatives. Le Ghana a aussi démontré la force démocratique de ses institutions, y compris les choix des candidats à l'intérieur des partis. L'ONU salue l'effort de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et appelle cependant les participants et les organes de gestion des élections à s'assurer que les préparatifs ainsi que les prochaines élections de 2025 soient effectivement inclusives et participatives. Soit effectivement inclusive et participative. Ce rapport a été transmis au président Laurent Gbagbo. Le gouvernement ne peut pas dire qu'il n'a pas reçu ce rapport. Mais si l'ONU, en tout cas si le gouvernement, l'ONU a trouvé juste que ce rapport lui soit porté au président Laurent Gbagbo, en diplomatie, tout ne se dit pas, même les actes, parfois. C'est parce que la notion inclusive et participative renvoie effectivement à sa situation. C'est pourquoi quand le président a dit la dernière fois que l'ONU a saisi les autorités, c'est de ce rapport-là dont il parlait.
il ne faisait pas de l'affabulation. C'est écrit noir sur blanc. On ne me l'a pas envoyé à moi. On ne l'a pas envoyé à Dano Djedje. Ben, on l'a envoyé. Le président Laurent Gbagbo a reçu une copie. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et le gouvernement ne peut pas dire qu'il n'a pas reçu ce communiqué. Ce n'est pas possible. S'il dit qu'il n'a pas reçu, on va lui donner notre copie. Ce n'est pas grave. Donc, voici des faits qui c'était important que nous, les religions, avant d'aller plus loin dans notre débat. C'est des préliminaires importants. L'ONU s'inquiète. Mais quand on a dit ça, quand on a dit, le PPAC n'attend pas que l'ONU vienne mener la bataille pour nous. Ce message justifie tout simplement que notre combat est juste et que nous devons le mener jusqu'à son terme. Nous, de toute façon, nous, on n'a jamais compté sur l'extérieur pour faire prospérer notre bataille. Le président Laurent Gbagbo nous a toujours dit, battez-vous comme des orphelins. Donc, quand nous disons ça, nous ne disons pas que nous attendons que l'ONU vienne régler nos problèmes. L'ONU a attiré l'attention du gouvernement et donc nous justifie, donne encore une base plus forte à la justesse de notre combat. Et ça doit redoubler nos efforts et mener ce combat-là. C'est notre combat. Ce n'est pas le combat de l'ONU. Ces précisions étant faites, nous allons aborder maintenant les deux sujets à l'ordre du jour. Mais nous allons les inverser en commençant par la violation des droits de l'homme, les intimidations et les conditions de détention des militants et sympathisants du PPACI. Parce que ces temps-ci, pour caricaturer les choses, je crois que le secrétariat général, nos secrétariats s'est déplacé au tribunal. Parce que chaque mercredi, nous sommes convoqués à un secrétariat général au tribunal. Puis c'est là-bas se siègent aujourd'hui les membres influents de notre parti, certains membres influents de notre parti. La dernière fois, c'était hier. Le PEC, le secrétaire général, moi-même, tous les cadres, on était là-bas. Parce qu'il y avait Picasse qui était en procès. C'est ce que j'appelle le secrétariat général. C'est devenu une instance de notre parti. On va revenir là-dessus. La violation des droits de l'homme et les intimidations des pro-Gbagbo. Depuis 2011, la gouvernante du RHDP est restée constante sur cette question. Elle est marquée par la violence comme mode de règlement des contradictions, par la restriction des libertés, par la promotion du communautarisme au détriment de la nation et de la République. Je répète ça, la promotion du communautarisme au détriment de la nation et de la République, et la corruption endémique et générale.